Donc, ça, c'est moi. Ici, on me connaît, mais pour les utilisations ultérieures de cette présentation, je suis Rebecca Berbel. J'aime plein de choses, dont les cerveaux, les langues, et comment on utilise tout ça pour faire quelque chose d'utile. Donc, ça commence à déborder dans des zones techniques. Donc, ce sujet-là était génial pour moi. Ce que je fais au quotidien, c'est chez Encrol, je suis le product marketing manager. Donc, je gère les relations marketing avec le produit et comment est-ce qu'on présente le produit à tout le monde. Si vous ne connaissez pas Encrol, c'est une plateforme technique et data pour les SEO qui permet d'intégrer un crawler, un analyseur de log, des connecteurs pour d'autres types de données et l'intégrer avec du machine learning et d'autres types d'analyse de données afin d'améliorer son référencement. Donc aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler que d'Encrol, c'est surtout pour vous parler du projection, c'est-à-dire la prédiction, le forecasting ou les boules en cristal. Donc pour ce faire, on va prendre un exemple assez concret pour que ça soit un peu plus facile à comprendre. On va regarder ce site-ci, transfer-learning.ai. Ça se présente un peu comme ceci. Quelque chose à savoir sur ce site, c'est que ça réunit des articles académiques qu'on trouve dans des journaux de recherche sur le machine learning. Il donne un résumé du contenu de l'article, il extrait les thématiques principales et les associe avec les formations en ligne qui peuvent aider à comprendre le contenu de cet article en concret. C'est un site créé dans WordPress, il a à peu près 100 000 articles, dont à peu près 40% se trouvent aujourd'hui sur Google. Ils sont indexés et peuvent se retrouver dans les résultats de recherche. Donc, principalement, ça va être des requêtes qu'on appelle à longue traîne. Donc, ça, c'est pas forcément des longues requêtes, mais des requêtes très, très spécifiques qui ont peu de résultats et souvent sont vraiment très bien ciblées. Donc, il marche plutôt bien dans ce sens-là. C'est également un site assez jeune, donc on n'a pas énormément d'historique. Au moment où on a créé cette présentation, il y avait à peu près 14-15 mois de données. Donc on a une année complète, donc on peut voir s'il y a des tendances sur l'année, mais pas beaucoup plus. L'autre chose importante, c'est que ce site n'est pas un site professionnel sur lequel beaucoup d'SEO ont l'habitude de travailler. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui le suit au quotidien parce qu'ils y dépendent pour leur entreprise. C'est un site sandbox, donc boîte à sable, créé par un de nos collègues, lui, Vincent, qui est un super collègue parce qu'il se pose des questions complètement fous et puis il crée des choses comme ceci pour résoudre cette question. Donc, dans le cadre de cette présentation, c'était un site idéal pour utiliser parce que il y a un peu de SEO technique pour vérifier que le site puisse être indexé. Et là, ça s'arrête. Il n'y a pas d'autres travaux qui ont été faits dessus au niveau SEO. Ce qui veut dire que si je critique quelque chose ou si vous critiquez quelque chose, vous n'êtes pas en train de rabasser un collègue ou un camarade. Donc, c'est nickel. La question au cœur de ce site, c'était est-ce que je peux, avec BART, qui est un modèle de traitement de texte naturel, un peu similaire à ce qu'utilise Google pour recomprendre le requête qu'on leur donne. Est-ce qu'on peut créer du contenu qui va se positionner? Donc, est-ce que Google va accepter ce contenu automatique? La réponse à ça, c'est à peu près oui. Donc, ça, c'est les 40% des pages de ce site qui rankent et qui font plutôt bien leur boulot. Mais ça, c'est une autre conférence. On va essayer de se concentrer ici de comment est-ce qu'on utilise les projections pour l'SEO. Dernière chose à savoir avant de commencer, c'est qu'on va utiliser les clics dans Google Search Console. Google Search Console, c'est un outil qui présente, selon Google, les performances d'un site sur Google. Les clics, c'est le nombre de fois que quelqu'un, dans les résultats de recherche, a cliqué sur votre site.
On va utiliser les clics parce que c'est les données que nous avons pour ce site, comme c'est un site de bac à sable. Si vous avez un vrai site, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre métrique, par exemple le revenu, les conversions, quelque chose qui a du sens pour la performance de votre site. Donc, on peut faire plusieurs choses si on utilise les prédictions. On peut regarder dans le futur. Donc, on peut prendre le temps actuel et le faire avancer. Donc, à partir d'aujourd'hui, la ligne rose, on peut avancer dans le futur. Ou on peut reculer. On peut dire, ben, il y a un moment dans le temps, en l'occurrence, cette ligne rose, c'est le moment où l'hébergeur a dit à Vincent, je ne suis pas très sûr que je veux héberger un site si grand, est-ce que tu peux arrêter de publier des articles, s'il te plaît? Donc, il a fait. Donc, il y a eu un changement éditorial. Est-ce que ça a pu impacter nos clics? Et pour le savoir, on peut reculer jusqu'à ce point-là et rejouer le temps comme si rien n'était. Ça peut fonctionner aussi pour des activités ou des événements hors du site. Par exemple, cet été, on a eu plusieurs cas de mise à jour d'algorithmes de Google qui ont pu ou pas impacter le trafic qu'on a eu à partir de référencement sur ce site. Ça, c'est les deux lignes roses. Donc, voici ce qu'on a fait. Première chose, commencez pas de zéro, parce qu'il y a tellement de façons d'analyser ce type de données, tellement d'outils et de points de départ que ce n'est pas la peine de recommencer vous-même à créer quelque chose sans rien. Donc, pour ça, on est parti de Encro Labs. Si vous ne connaissez pas Encro Labs, c'est des notebooks, c'est du code et des explications qui sont testées et documentées, issues de notre R&D, mais qui ne sont pas forcément prêts à être industrialisés. Donc, ça permet, par exemple, dans ce cas-ci, d'avoir un projet qui est proche de ce que je veux dire, ce que je veux faire, qui contient des blocs que je peux réutiliser, que je sais qui ont été rigoureusement testés, que je peux adapter à mon site ou à mon utilisation. Dans ce cas-là, j'ai pris Long Tail Prediction. Donc, ça permet de prédire à partir d'une série de données liées au temps une tendance future à partir des données de Search Console. Ça va me permettre d'abord d'initialiser les bibliothèques que peuvent faire ce type de choses, de collecter les données Search Console, de splitter les données dans le partie à utiliser pour entraîner le modèle et une partie pour tester ce qu'on a fait. Ensuite, de faire l'analyse, de le checker et de faire le graphique qui suit. Évidemment, comme ce n'est pas exactement ce que je veux faire, je vais faire des petites modifications. Par exemple, la question de se concentrer uniquement sur des requêtes de plusieurs mots, comme presque toutes les requêtes sont de l'entraîne, et plusieurs mots et l'entraîne, ce n'est pas toujours la même chose. Je vais juste le supprimer. Ça ne nous intéresse pas du tout ici. Et on était très intéressés pour remplacer l'algorithme dans Profit, qui est un modèle qui est souvent utilisé, par autre chose. En réalité, on a essayé les deux, donc c'était cool, vous allez voir les deux choses. Pour remplacer Profit, on a utilisé CATS, qui est également de Facebook. C'est une bibliothèque tout nouveau, donc c'était en version 0.1.0 au moment où on a fait ces analyses-là. Il est pensé en Python pour pouvoir faire plein de choses avec ce qu'on appelle les time series ou les séries chronologiques, que ça soit du forecasting. Donc, si un modèle n'arrive pas à donner les résultats cohérents avec nos données, il y a une douzaine, je crois, d'algorithmes alternatifs ici. On peut détecter plein de choses, des anomalies, des points de changement, et faire toutes les opérations courantes avec les time series. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait tester pour savoir si ça marchait, savoir si ça donnait quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose à suivre si vous êtes très intéressé dans le machine learning et les time series. Donc, comment est-ce qu'on a appliqué? D'abord, on s'était dit, on se projette dans le futur. On va avancer. Mais attention, il y a un gros souci ici. Quand on se projette dans le futur avec du machine learning, ce n'est pas le vrai futur. C'est un futur imaginaire, irréaliste,
qui ne va pas forcément arriver. Donc, dans ce futur, si vous avez planifié une grosse migration, et ça fait 6 mois que vous travaillez dessus, ou si vous avez prévu de changer de charte graphique sur votre site, ça ne va pas arriver. Cette future n'inclut pas cela. Les grosses pandémies qui changent la façon mondiale de comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on utilise l'Internet, ça n'existe pas. Google a récemment annoncé qu'ils font 4500 changements d'algorithme par an. Il n'y a aucun de ces 4500 qui vont passer dans cette future projetée. Et votre concurrence qui a une super campagne et qui va vraiment changer l'apparence et la fonctionnalité des résultats de Google, heureusement pour vous, dans ce futur, ça n'existe pas non plus. Donc, si tout ça n'existe pas, qu'est-ce qui existe dans cette future? Cette future, c'est le futur, c'est ne rien changer. Ça va vous donner une piste pour savoir combien d'efforts est-ce que vous souhaitez mettre pour éviter cette future-là ou pour le dévier. Donc, c'est super pratique pour un nouveau site, nouveau pour vous. Si vous ne connaissez pas le site, vous avez l'historique, mais vous pouvez facilement voir où est-ce que ça va si rien ne change. C'est pratique aussi pour la priorisation. Si vous avez une tendance forte de progression, c'est peut-être le moment de se concentrer sur des projets qui n'ont pas d'impact immédiat, des projets de fond. Et c'est hyper pratique si vous êtes en chute libre pour argumenter surtout d'auprès des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'SEO pour faire comprendre pourquoi est-ce qu'il faut un changement. Donc, à quoi ressemble le futur? La ligne jaune, c'est nous aujourd'hui. Et on va se demander qu'est-ce qui arrive après. Donc, pour cela, on a entraîné le modèle en enlevant les derniers 20 jours pour vérifier que les 20 jours étaient correctement prédits. Quand ces 20 jours étaient assez proches de la réalité, on a rejoué pour le futur. Ça, c'est le code. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est le code pour faire cette prédiction et créer le graphique. Donc, des petites choses. On est toujours en train d'utiliser l'ancien modèle Prophet. On a testé et on a vu qu'avec une saisonnalité annuelle, c'était beaucoup plus proche de notre prédiction, de notre observation réelle. Donc, on l'a gardé. Et on va prédire les prochains 30 jours. Ça donne ceci. Si vous n'êtes pas habitué à regarder les résultats de prédiction dans Prophet, c'est assez facile. Les petits points noirs sont les observations jour par jour. La ligne bleue, c'est la tendance. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance hebdomadaire avec des pics au milieu de la semaine et une baisse les week-ends. Et le bleu clair, c'est l'écart possible. Donc, là où les points noirs s'arrêtent vers la droite, on voit la prédiction. Il y a plusieurs choses que je veux dire sur cette prédiction qui étaient au début assez étonnantes. La première chose, c'est que quand j'ai regardé cette tendance toute seule, avant de faire la prédiction, je me suis dit, il y a une baisse, je suis assez inquiète, qu'est-ce qui se passe? Mais la prédiction voit quelque chose plutôt remontant. Ça, c'est à cause de la saisonnalité. Il est très sensible à ça et du coup, il a vu qu'on a eu exactement la même chose l'année dernière et qu'il prédit que ça va se répéter cette année-ci. C'est assez logique. C'est un site très académique. Il y a moins de publications l'été. Il y a plus d'activités en début d'automne, quand tout le monde rentre à l'université et recommence la recherche. Ce qui veut dire que pour mon stratégie SEO, je me concentrerai surtout à vérifier ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je ne serai pas en mode panique totale, mais que ça risque de repartir. L'autre chose qu'on peut faire avec la prédiction, c'est de rebobiner. Donc, ça permet de revoir et rejouer ce qui est arrivé par le passé, de quantifier la différence ou l'impact qu'il y a eu un événement, si on arrive à l'isoler, et de comprendre l'effet d'un changement externe au site. Donc, la première question à se poser, c'est quand est-ce que c'est arrivé? Donc, on sait quand il y a pu avoir un changement. On sait quand est-ce que Google dit qu'il y a eu un changement d'algorithme, mais est-ce qu'il y a eu et quand un changement
sur le site. Là, par exemple, on revient à l'histoire du hébergeur qui a demandé l'arrêt de publication d'articles qu'il y a eu le 20 mai. À partir du 20 mai, il n'y a plus de publication sur ce site. Mais est-ce que ça a eu un impact sur les clics? Et quand? Pareil, ça c'est le code. Là, on est dans CATS. Comme on connaît la date du changement éditorial, on va regarder 30 jours avant et 30 jours après pour voir si on peut trouver un changement de tendance. Visuellement, on voit que ça descend après. Donc, on va le cibler en cherchant une decrease, donc une baisse. Ce n'est pas obligatoire de le préciser. Si on ne précise pas, il va chercher les deux, une augmentation ou une baisse d'activité. Et voici le résultat. Un peu pareil, le bleu, c'est le fenêtre dans laquelle on a cherché, et le rouge, c'est le point de changement en baisse qu'il a trouvé. Ce n'est pas hyper précis visuellement, donc on peut aller chercher les infos spécifiques. D'abord, il a trouvé une date, le 22 mai. Donc on a eu un changement le 20 et un impact sur les clics le 22. Pour l'info, on est à peu près certain qu'ils sont liés, vu qu'il n'y a aucune autre activité sur ce site, et que le 21, il a eu le même impact sur les clics, sur les impressions, donc les affichages dans les résultats. On est à peu près certain, ça c'est 99,99999, etc., certain que ça c'est vraiment le jour qui a vraiment eu un changement. Et l'autre chose importante pour la suite, c'est l'index. Donc, si on imagine nos données en 2 colonnes, d'abord la date et ensuite le nombre de clics, c'est le nombre de colonnes, c'est le nombre de lignes là. Ça va nous permettre de splitter nos données à ce qui était arrivé avant, et à cette ligne-là, ça commence les données après. Donc, on se pose la question, et si ce n'était pas arrivé, qu'est-ce qui aurait été le futur si ce changement éditorial n'a jamais eu lieu? Et ça, c'est le résultat. Donc, on ne voit plus du tout la baisse pendant l'été qu'on a eu. Et on voit bien que ça commence à repartir à la fin, comme dans notre prédiction précédente. Ça, c'est 4. On peut le faire aussi dans Profit, ça donne à peu près la même chose. Donc, on retrouve notre graphique de tout à l'heure. Sauf qu'ici, on a un pointillé noir. Le pointillé noir, c'est l'observation. C'est vraiment ce qu'on a observé. On peut voir tout à droite, du coup, la différence entre le bleu qui est prédit et le noir pointillé qui est réel. Et là, on voit qu'il y a eu un vrai impact dans le temps suite à ce changement de non-publication de nouveaux articles. Donc, on reprend rapidement. On est en train de travailler avec des time series, donc des séries chronologiques. Ils sont super chouettes parce qu'on peut faire plein de choses avec. Il y a plein d'outils. C'est hyper pratique pour la prédiction. C'est vraiment très utile. On peut faire 2 choses avec. On peut prévoir le futur, donc regarder ce qui est complètement inconnu dans le futur. Ça nous donne une tendance qui nous permet de savoir où est-ce qu'on va si on fait absolument rien. Ou on peut essayer de comprendre ce qui est passé en rejouant comme si quelque chose n'était jamais arrivé. Et tout ça, on peut faire, mais encore mieux. Par exemple, si on est vraiment intéressé entre l'écart entre une prédiction et une observation, il y a la bibliothèque Causal Impact qui permet de faire juste exactement ça. Ça, on est en train de regarder une projection rapide à partir de cette même date de changement où on a arrêté de publier les articles. Et le troisième élément ici est vraiment la mesure d'écart. Donc, on voit que l'écart entre le réel et le prédit est de plus en plus gros, mais de plus en plus négatif. Il y a aussi d'autres façons de faire. Il y a des outils. La communauté est super active sur la prédiction en ce moment. On a Charlie Warnier, par exemple, qui travaille avec Streamlit pour créer une application Stream Profit qui fait à peu près la même chose, mais dans une application. Et si vous êtes vraiment allergique au code, il y a aussi Andrew Charlton qui a fait un outil de forecasting dans Google Sheets. C'est gratuit, c'est à tester. Ça permet aussi de faire ce type de projection.
Et on a un crawl. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a ce type de choses dans nos labs accessibles via l'API. On a un essai gratuit à oncrawl.com/trial. Merci beaucoup.